Alors, je repars sur... où est-ce que là, on a fait que 4 questions, je vous l'annonce. Non, mais c'est... Ouais, mais il y en a qui vont se regrouper, là, certainement. Il y a des choses avec des choses. voilà. On a dit des choses importantes. Hein. Mais complètement. Donc, je veux dire, on n'a Alors, pas perdu. Gérard, comment définis-tu l'MJC Foot par rapport aux autres clubs? Il y a plusieurs questions de question. Par rapport aux autres clubs, quelles sont ses spécificités? Tu veux un peu d'eau? Son originalité, les points forts et les points faibles. Voilà, donc D'accord. après, Bon, une bonne question. il y a des sous-questions dans la question. Je vous remercie de me l'avoir posé. Si tu veux, donc, finalement, les objectifs de la Maison des Jeunes, ils ne sont pas tellement différents des autres clubs quand on les regarde. Parce que tout le monde veut faire de l'éducation des jeunes à travers le football. C'est ce qui se dit. Et donc, bon, nous, c'était notre... tous ceux qui sont passés avant moi, qui ont été interviewés, ils ont mis ça en avant. Alors, il faut aussi rajouter que c'est dans un quartier populaire. Alors, les ingrédients qui faisaient que nous, finalement, au-delà des mots, on allait jusqu'au bout pour atteindre nos objectifs. Comment on a pu les atteindre, ces objectifs? Alors, je dirais tout d'abord par rapport à un cadre qui était serein au sein de la Maison des Jeunes. Il y avait des liens sociaux entre les individus, du plaisir à se rencontrer, à vivre ensemble. Et donc, ça faisait ce que... D'ailleurs, c'est les gens de l'extérieur qui ont baptisé ça. Ils l'ont identifié. Ils ont dit, vous, c'est une maison. Alors, c'est vrai qu'on avait déjà dans le sigle Maison des Jeunes. Mais on était une maison. D'ailleurs, on disait où tu joues, je ne joue pas à l'amitié, je joue à la maison. Voilà, tu joues à la maison. Donc ça, c'était important. Et je sais que moi, même quand j'avais fait des dossiers pour quand les nouveaux membres arrivaient, comme quoi ils s'engageaient, finalement, ils étaient tout d'abord dans le club. Ils ne venaient pas pour une équipe. Ils étaient au départ pour le club, ensuite pour une catégorie, cadet, junior, et en troisième temps pour une équipe. Et ça, c'était valable pour les éducateurs, c'était valable pour les joueurs. Ça veut dire que derrière ça, ça voulait dire qu'il fallait s'intéresser à la vie du club. On ne pouvait pas être chacun dans une équipe. On peut pas faire plusieurs clubs dans le club. Voilà. Donc ça, c'est la maison. Après, Donc le club, la catégorie et l'équipe. oui, ça, c'est une charte que j'avais établie, qu'on leur faisait signer. Je l'ai d'ailleurs, ce document. Tout ça, c'était numérisé hein, quand j'organisais le club. J'ai des documents là-dessus. Ah, ça, c'est pas rien, hein. Et non, mais c'est un engagement, bien sûr. Et bien ça, après, ça favorise le fonctionnement de la saison. Alors ensuite, les individus, on leur demandait en fait de l'exigence auprès des individus, que ce soit les entraîneurs ou que ce soit les jeunes, de la persévérance, du dépassement de soi, du respect de soi, être capable de se remettre en cause, du respect des autres membres, mais aussi respect des adversaires. Ça, vous en avez parlé avec les interviews précédentes, parce que c'était ce qu'on appelle le fair play. Alors le fair play, la meilleure définition du fair play que j'ai eue, c'est celle que nous a donnée René Blum lors de la dernière interview qu'on a fait avec lui. Alors le fair play, c'est pas compliqué. Respect du partenaire, respect de l'adversaire, respect de l'arbitre. Et il les a mis dans cet ordre-là, parce que je pense que pour lui, c'est le bon ordre. Donc c'est le partenaire, l'adversaire et l'arbitre. Alors pour continuer sur ce sujet, alors, en fait, tous ces comportements dont on parle, ces attitudes chez les individus, de l'extérieur aussi, ça a été baptisé ça. Ça a été baptisé l'esprit MJC. Ah oui, ça. Et voilà. C'est de l'extérieur que ça nous est revenu. Et nous, ça nous allait bien, ça nous convenait. La maison, l'esprit MJC. Et là, pour finir sur ce que tu disais sur le fair play, il ne fallait pas qu'un éducateur se loupe au cours d'un match. S'il y avait des incidents, parce que le lundi soir, quand il arrivait à la réunion, il devait nous expliquer, il ne fallait pas qu'il commence à nous dire, c'est l'arbitre, c'est la faute de l'un, c'est l'arbitre, c'est la faute de l'autre, etc. Donc il se faisait tout petit à ce moment-là. Et là, il avait un cadre, il y avait la maison, l'esprit MJC, fait tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? J'ai une question qui me vient. Qu'est-ce que tu en penses, toi, qui as connu la MJC dès le début jusqu'à la fin aussi, que Gérard Reboul a vraiment, comment dire, mis sur pied, avec cette charte, avec cette réflexion, il a théorisé ce qui se pratiquait. Ben, c'était déjà... C'est-à-dire que c'était en pratique, ouais. mais il a trouvé des formules pour que ça devienne vraiment Alors on était quand même une très... théorie je veux dire, précise. l'équipe dirigeante était très attentive à ce qui se passait sur le terrain et en dehors du terrain. Voilà. Donc, quand il y avait des incidents, il ne fallait pas qu'ils comptent sur nous pour les absoudre de tout
les événements dans lesquels on était impliqué. Peut-être pas, c'est pas forcément de notre faute, mais tu vois, donc on mettait ça en avant et ça s'est traduit pendant je sais pas, une décennie et demie, on raflait tous les fair-play au niveau des ligues. Ça c'est vrai. Des minimes, des cadets, des juniors. Ben oui. Il n'y avait pas une année où on n'avait pas de trophée de fair-play. Donc, tant qu'il y a eu ce résultat-là, on a été conforté dans l'idée que c'était notre axe, ça. Tu vois, il fallait pas. Moi, combien de fois dans les tribunes, parce que il y a des parents qui. Ta maman, elle était forte aussi, hein. On la voyait sur les terrains, hein. Autant le papa il disait rien, mais ta mère, bon, je me souviens d'elle, Dieu et son âme, je ne sais pas si elle est toujours en vie. Elle est toujours en vie. Elle avait une santé déjà à l'époque, je te dis pas. Donc on était, moi, combien de fois ça m'est arrivé dans les tribunes d'intervenir en leur disant non, ici on ne se comporte pas comme ça. Alors il y a des gens, ils ne me connaissaient même pas, tu vois, un peu. Alors qui c'est ce pingouin là, qui vient nous reprendre là dans les tribunes. Alors il y avait toujours quelqu'un qui disait, oui mais attendez, il faut savoir à qui vous parlez quand même. Ouais, parce que bon, alors ça on l'a travaillé, on l'a conservé dans notre essence. Mais quand même, petit à petit, dans les dernières années, ça s'est un petit peu délité. Hein. Enfin, on était quand même toujours vigilants. On était vigilants, mais quand même, on a eu plus de difficultés, tu vois. Alors, est-ce que... Tu l'attribues à quoi? Je voudrais finir, Fred, sur la question que tu m'as posée, parce que là, j'avais commencé les ingrédients qui étaient importants à la Maison des Jeunes. On a parlé de la maison, on a parlé de l'esprit. Il y en a un troisième, pour moi, qui est aussi dans notre réussite. C'était qu'on était le rare club qui s'appuyait sur un quartier populaire. Ça, pour nous, on a su prendre la force du quartier. C'était très important. Les jeunes qui arrivaient, ce pas des jeunes toujours faciles, hein, surtout au fil du temps. Hein, ça a évolué. Moi, ceux que j'ai connus en tant que président, ça n'avait rien à voir ce que décrivait Michel au début, où les parents étaient très... Oui, mais donc nous, on a su évoluer aussi. On a su faire face à cette évolution. Hein, et donc, le quartier, pour nous, c'était un quartier très important. Et là, j'entendais, je crois que c'est Fabrice Lançon, il va me tacler peut-être, mais ça c'est pas grave, qu'il disait que finalement il y avait peu de joueurs du quartier, je crois qu'ils jouaient, ça c'est faux. Peut-être qu'il faisait référence à l'élite. Alors ça, l'élite, il y avait beaucoup de jeunes qui venaient de l'extérieur. Mais moi, quand on avait informatisé le club, ça a été facile, j'avais fait des études pour voir un petit peu les sources d'où venaient les jeunes. Mais on avait 2/3 des jeunes qui venaient des quartiers d'Avignon. Alors quand on parle quartier d'Avignon, c'est bien sûr, c'est pas la Croix des Oiseaux, c'était au Montclar, où en particulier on avait des gens d'origine gitane, et ça allait au quartier là où il y a le stade des Parcs des Sports là. Saint-Chamand, voilà. Tous les quartiers sud, hein. Voilà. Et ça représente une population relativement importante. Il y a des jeunes qui naviguaient aussi. Un creuset de jeunes qui venaient chez nous. Et ça a été pour nous une force inimaginable. On a su canaliser ça, on a su les prendre en compte, on a su les faire progresser, ces jeunes. Et c'est ce qui a fait, moi je pense, pour l'essentiel, une réussite de la MJC. Parce qu'on était quand même dans un district, pas oublier, qui est rural. Hein. Il est rural. Hein. Complètement. Et donc, l'originalité, je pose la question à vous deux, l'originalité du club, elle venait du fait que, moi, pour avoir relégué sur pas mal de stades, il n'y a pas beaucoup de clubs qui mettent en avant le fair play. Alors que ici, ça se faisait. Ça, pour moi, c'est déjà une première originalité. Et la deuxième, c'est surtout qu'il n'y avait pas de seniors. C'était ça l'originalité du club. Au club de jeunes. Oui, je pense qu'on parle de Cavical de Nice. Si tu veux. Il y a le Nice. Les Cailloles peut-être. Les Cailloles aussi. Ouais. Peut-être les Cailloles. Oui. Bon, ça, si tu veux, ça n'a pas été quand même notre objectif d'un jour monter des seniors. Il y a eu cette histoire avec quand c'était le club de l'Enfant Noma là, qui a cessé.
Paga, il est revenu à ce moment-là. On avait vu avec le district, mais c'était une On a affaire eu qui plusieurs opportunités, Ouais, on qui s'est était- toujours interrogé, mais on n'a jamais franchi le pas. quoi. était foireuse. Et puis alors après, c'est toujours pareil, mais quand tu démarres dans quelque chose d'autre, c'est-à-dire attaquer des seniors, d'où la difficulté qu'on a connue À la fusion. dans l'association avec le FTA, c'est que nous, on n'était pas préparés et structurés pour un truc comme ça. Alors, on nous a forcé la main. Hein. Oui, oui. Voilà. Donc j'ai revu, comment il s'appelle, Bourguignon, là, dans le Larzac, là, il y a 15 jours. On en a discuté, mais c'est lui qui nous a obligés. Et avant, Yves Galato, qui est un ami à moi d'enfance, nous avait aussi à un moment incité à faire une fusion au moment où tout ce qui était jeune à l'OA, ça se délitait complètement. Et donc, il n'y avait pas, pour le club de l'OA, il n'y avait pas de joueurs qui étaient là pour venir aider le club au-dessus. Et donc, il nous a dit, oui, il faudrait que le club de jeunes de la maison des jeunes, alors moi j'avais dit à Yves Galato, j'ai dit, mais tu sais, d'abord il faut un consensus entre les deux clubs, ce qui n'était pas gagné. Hein. Oh, non. Et puis ensuite, je dis, tu sais, nous, tu nous changes nos horizons là, dans ce truc-là. Moi, personnellement, j'ai jamais été en tête de ce projet-là, tu vois. Voilà. Donc, je savais, alors aussi c'était un petit peu égoïste parce que je pensais que pour moi, c'était aussi la meilleure façon, un moment, de mettre un terme, tu vois, parce que presque 40 ans, Eh oui. si tu veux, bon, ouais, non, mais on se fatigue, hein, je veux dire, quand il n'y a pas une ambition personnelle démesurée qui peut t'amener dans d'autres sphères, ce qui était mon cas à moi, j'avais pas du tout d'ambition, donc je disais, on s'embarque dans un truc qui est un petit peu, qui va être délicat. Voilà. Ouais, compliqué. Et donc, pour revenir à toujours cette même question, les points forts. Bon, les points forts, en fait, c'est les moyens qu'on se donnait pour atteindre ces objectifs-là. Alors, on a défini un petit peu le cadre, l'esprit, etc. Et ça ne permettait pas d'atteindre nos objectifs. Hein. Donc, en fait, après, il y avait une réflexion chez nous, relativement permanente, un débat et aussi du travail, quoi, de la formation. Donc, la réflexion, elle était avec différentes personnes. Enfin, moi, j'ai eu une réflexion assez poussée avec René. On était régulièrement, en particulier quand on faisait notre footing hebdomadaire, on avait 1 heure devant nous où on réfléchissait sur mais une réflexion un petit peu de haut niveau, quoi, hein, par rapport à des universitaires qui faisaient de la recherche dans le domaine de l'éducation. Je pense par exemple à Philippe Mérieux, dont on a beaucoup parlé avec René, une personne qui travaillait avec les jeunes des quartiers de Lyon, quoi, hein. Et donc on a beaucoup utilisé ça, parce que lui il parlait de l'éducabilité, c'est-à-dire que tout jeune peut progresser. Là, tout à l'heure je disais que les jeunes dans le quartier avaient des potentiels, tout jeune peut progresser, d'accord, progresser à son niveau. Mais alors après un éducateur, comment il gère ça dans une équipe? Facile de le dire, hein, donc après ça se traduisait, il fallait réfléchir à mettre en place la formation chez les éducateurs pour arriver à réaliser ceci. Enfin, déjà, donc, il y avait... C'est un travail de réflexion et qui était mené, mais la réflexion, je veux dire, elle était permanente, elle était sur ce sujet, elle était sur d'autres, hein, Non, mais le choix des éducateurs, moi, c'est ce qui m'a semblé. Le club, lui, si tu veux, il assurait une stabilité dans l'organisation et tout. Mais quand même, je crois que tous les clubs environnants nous enviaient l'encadrement de nos équipes. Parce que on avait, disons, on avait quand même dans nos gènes le retour sur investissement, c'est-à-dire des joueurs qui avaient été les Grassès, Fabrice Lançon, des gens qui étaient chez Mariette, nous, Denis Mariette, des gens qui ont été là comme joueurs, que René a su accrocher à un moment où c'était encore possible, pour venir. Alors eux, ils étaient dans le plan MJC de tout temps. Tu vois, quand on parlait d'esprit, ils étaient là-dedans. Donc ensuite, René, lui, c'était le catalyseur de tout ça. Donc ensuite, il se chargeait de faire des réunions avec tous les entraîneurs. Et voilà, il essayait de remettre tout ça. On
faisait, parce que moi j'ai fait ce passage-là comme eux. Hein. Oui. Ah oui, toi, ouais. Ouais, j'ai fait ce passage-là moi aussi. Et en fait, on avait mis en place quelque chose. On faisait des réunions le samedi matin à l'MJC. Et après, on avait opté pour une autre solution, c'est qu'on faisait des réunions chez chacun d'entre nous. Ouais, ouais. Le samedi matin ou le vendredi soir, c'était tout le samedi matin. On allait chez René, chez Luc Perrault, à Galière. En fait, il y avait un thème. Alors cette formation là, dont tu parles, qui était mise en place, C'était une fois par mois. oui, elle était obligatoire chez nous. Pourquoi elle était Pratiquement obligatoire? obligatoire. Attends, mais pourquoi elle était obligatoire? Par l'AS Monaco. Je reviens au partenariat. Ah oui, L'AS Monaco nous avait imposé, ça fait partie de la convention, c'est indiqué, qu'on ait une formation des éducateurs. Alors on est, bien sûr, ils travaillaient déjà, mais disons que ça a un petit peu étayé la chose, et donc ça lui permettait de travailler avec vous, de faire vraiment des actes de formation. Moi je me souviens alors des discussions qu'on avait eues avec René là, sur les méthodologies. Par exemple, comment analyser une situation de jeu sur le terrain. Alors de jeu, ou une phase offensive, défensive, ou un conflit. Alors à ce moment-là, il fallait déjà établir une grille d'observation, parce qu'il y avait tous les éducateurs, quelques éducateurs qui venaient observer cette situation-là, mais ils avaient fait auparavant une grille pour pouvoir mesurer tous les éléments de cette situation. Et ensuite, donc, on est dans la formation, ils analysaient ces résultats, et comment on pouvait positiver tout ça, et comment on pouvait améliorer. On était dans un acte d'éducation pour l'éducateur, pour les jeunes, et on trouvait ensuite des moyens pour... Voilà, ça, c'est une méthodologie que je sais que René travaillait beaucoup, vous l'avez fait ça. Dans ces réunions, il y avait des axes de travail, et l'axe de travail que préconisait tout le temps René Blum, il expliquait qu'il fallait faire tout le temps référence aux 4 cercles. Les 4 cercles, il disait quand on fait un match de foot, on est éducateur de l'équipe X, l'équipe est toujours dans un des 4 cercles, c'est-à-dire on a gagné le ballon, on a perdu le ballon, on a le ballon, on n'a pas le ballon. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'était ça, on a perdu le ballon, on a récupéré le ballon. Donc toi, tu faisais des formations, et vous étiez combien dans ces formations? Non, c'était une fois par mois. Oh, il y avait à l'époque. C'était ouvert à tous les éducateurs. L'année où on en a les années où on en a le plus fait, il y avait René, il y avait Serge Ajus, il y avait Jean-Marc Curtis, il y avait Fabrice, il y avait Luc, Denis Mariette, il y avait Glaise aussi. il y avait Marc Chabas. Et Jean-Christophe. Non. Il n'était pas encore. Et moi, parce que Jean-Christophe Glaise, c'est lui qui m'a succédé quand moi je suis parti de l'MJC. Oui, t'es arrivé. En fait, j'ai jamais fonctionné Vous avec lui. étiez une dizaine. On se connaît avec Jean-Christophe, mais on n'a jamais fonctionné ensemble. Tous les mois, vous faisiez... Voilà, il y avait des thèmes, alors des fois ça concernait uniquement le foot éducatif, de l'école de foot jusqu'au Benjamin, ce qu'on appelle les U12, U13 maintenant. Et puis à d'autres fois, c'était des choses par rapport à une problématique que pouvait rencontrer Fabrice avec les thèmes nationaux. Ça, c'est venu du partenariat avec Monaco qui... Eh bien, pas uniquement, mais enfin, Monaco, dans le partenariat, ils nous avait demandé à ce qu'il y ait une formation, comme ils nous avaient demandé à faire des stages, que nos entraînements soient améliorés, et donc tout ça, ça nous a boosté un petit peu, quoi. Ça a boosté, oui, mais et donc cette formation-là était très intéressante. Ça poussait à réfléchir et à ce qu'on ne soit pas, nous, dans un confort habituel. Oui, en plus, un confort, c'est une utopie, parce que à force de faire les mêmes choses, tu penses peut-être que tu fais bien, donc tu deviens second, mais finalement, c'est peut-être pas si bien que ça. C'est surtout que tu n'es pas capable. Ça remettait en cause un peu. Voilà, c'est que finalement, quand tu es dans l'action, un entraîneur, il est sur le bord du terrain, il voit des choses qui se passent, il ne voit pas tout, il n'a pas tous les éléments. Et du fait qu'il y ait d'autres collègues qui participent et qui observent et qui ensuite... Prennent de la hauteur un peu. Et voilà, donc tout ça, après, c'était des éléments qui étaient très positifs pour les prendre en compte et pour faire améliorer. Il fallait tout le temps que cette solidarité. Moi, j'ai dit l'autre jour chez Fabrice, j'avais des souvenirs. On avait des équipes de ligue ou nationaux qui, quand on jouait le maintien ou l'éventuelle montée, il fallait faire de l'animation. Donc il y avait l'entraîneur de l'équipe et on se mettait 4 éducateurs autour du terrain. On prenait chacun un côté droit, un côté gauche, une moitié de terrain chacun. Et on fait alors il y en avait 2 qui faisaient que l'animation défensive, tu vois, pour harceler l'adversaire, tout ça, récupérer les ballons, voilà, et gagner des duels, etc. Et puis il y avait ceux qui faisaient l'animation offensive. Et tout ça, tu venais à 4, hein, le dimanche matin, ton équipe avait joué le samedi. Hein. Tu venais à 4 pour suppléer l'éducateur